Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste. Alors comme vous le savez peut-être déjà, l'Union pacifiste fête en 2011 ses 50 ans. Alors nous avons décidé de consacrer cette émission à cet anniversaire, à la fois pour vous inviter à nous rejoindre dans les différentes rencontres d'histoire, des arts que nous allons préparer pour cet événement, mais aussi pour donner la parole à celles et à ceux qui continuent à faire vivre ce mouvement pacifiste qui est toujours nécessaire aujourd'hui. Je pense que vous en êtes convaincus si vous écoutez notre émission. Alors commençons par vous signaler les rencontres que nous avons programmées. Premièrement, le vendredi 11 novembre, date symbolique à 11 h, nous allons participer à la célébration des mutins de 1917 au Mur de la Paix. C'est une célébration qui est organisée par Sylvain Garel et les élus du groupe Europe Écologie Les Verts du Conseil de Paris. Le Mur de la Paix se situe près de l'école militaire, sur le Champ de Mars à Paris, et là, vous pourrez nous rejoindre à 11 h. C'est la première fois que nous allons participer à cette célébration. Deuxièmement, le mercredi 23 novembre à 18 h, dans la mairie du 13e arrondissement, à la place d'Italie, Monsieur Philippe Moine, conseiller à la culture de la mairie du 13e, nous a réservé une salle, une belle salle, pour justement nous rencontrer autour du livre pacifiste. Alors là, nous aurons la chance d'avoir des présentations de livres amenées par la librairie Jonas, que certains connaissent dans le 13e, et puis nous allons nous concentrer sur deux auteurs, Jean Giono et Bernard Clavel. Alors pour parler de Jean Giono, nous allons avoir la participation de l'association des amis de Jean Giono qui nous délègue un avocat spécialisé dans le pacifisme de Jean Giono qui s'appelle Monsieur Jacques Meurant. Et Josette Pratt, la femme qui est aussi écrivaine de Bernard Clavel, nous parlera, elle, du pacifisme de Bernard Clavel. Le lendemain, le jeudi 24 novembre à 19 h, nous serons au cinéma La Clé, qui est au 21 rue de la Clé, près du métro Sancier. Et nous allons projeter là le film de Louis Lecoing, Le cours d'une vie, un film de 1966 qui vient d'être réédité en DVD et que vous allez pouvoir trouver à l'Union pacifiste, mais que nous présenterons ce soir, donc du 24 novembre, en présence des amis de l'Union pacifiste, ce qui permettra à Maurice Monté de nous rappeler ses souvenirs avec Louis Lecoing. Et puis on passera aussi un montage sur Bernard Clavel et Josette Pratt, nous l'espérons, sera aussi avec nous. Alors un petit peu plus tard, au mois de décembre, donc le 5 décembre, c'est Serge Geroyo qui nous offre un concert pour justement les 50 ans de l'Union pacifiste. Et là, il a invité aussi en première partie Nathalie Solance et Frasiac. Ce concert est organisé bien sûr par Christine Hudin. Le jeudi 8 décembre, à 20 h, au cinéma Le Nouveau Latina, qui se trouve près de l'Hôtel de Ville à Paris. Alors là, on passera un film que j'ai réalisé il y a de nombreuses années qui s'appelle « Écoutez mes picrés ». Et cette projection est organisée par le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir et par l'Union pacifiste bien sûr, le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir étant dirigé par Nicole Fernandez-Ferrer. Voilà, et puis nous reparlerons justement des femmes face à la guerre. Et puis alors après, en 2012, il y aura des rencontres aussi le 23 mars et le 24 mars. Alors là, il s'agira des historiens spécialisés dans l'art qui se réuniront à l'Institut national d'histoire de l'art, Université Paris 1 Sorbonne, dans la Galerie Vivienne au métro Palais-Royal. Et là, avec des historiens tels que Isabelle Marie Nonne, Nicolas Offenstadt, je cherche Hélène Fléquinger, Catherine Roudet, Marguerite Vapereau et bien d'autres. Nous allons donc parler du cinéma et du pacifisme. Et le lendemain, donc le 24 mars, on parlera de l'histoire du pacifisme au Centre d'histoire sociale du XXe siècle, toujours de la Sorbonne, qui est au 9 rue Malher, métro Saint-Paul. Bon, alors maintenant, nous allons écouter quelques membres du conseil d'administration de l'Union pacifiste qui se sont réunis cette année pour leur congrès dans le Limousin, un haut lieu de l'antimilitarisme.
Et le 24 septembre 2011, Sylvie et René nous ont accueillis à Ligourd, près de Limoges, et c'est René qui a ouvert le congrès par une très belle évocation de Limoges. Alors Limoges, c'est aussi, vous l'avez vu, une gare, la gare des Bénédictins. Pour les Limousins, c'est vraiment quelque chose. Et je vais vous lire quelques lignes de mon ami Jean-Bernard Puy sur un extrait de 1280 âmes aux éditions Baleine-Seuil de l'an 2000. Ça date déjà un petit peu, mais c'est toujours d'actualité. Et je l'ai intitulé Limoges, grosse pomme, parce que vous allez voir, il fait une comparaison entre Limoges et New York. Ce qui est d'autant plus rageur, c'est que les Amerlots, bon an, mal an, se foutent de nous. Toujours la même rengaine. Paris n'est plus ce qu'elle était. Première version. Paris n'est pas ce qu'elle croit être. Version samplée. Paris ne sera jamais la capitale de la culture, version live. Tout ça pour en arriver au perpétuel constat, la seule ville qui peut se targuer d'être à la pointe de tout, art, avant-garde, littérature, and so on, c'est New York, the Big Apple. Ça leur prend généralement avant le printemps, quand chez nous la sève monte aux arbres et que chez les New-Yorkais, ça caille encore à mort. Alors, ça nous fait bien rigoler. Surtout quand on sait que ces plumitifs vengeurs ont presque tous des baraques en France, pas à Paris, fuck off, mais sous le beau soleil de Provence, du Luberon ou encore les vignes à foie gras de la Dordogne, dans des mâts et des masées tranquilles où ils dévorent du Derrida en buvant du Pomerol. Moi, New York, je ne connais pas, mais a priori j'aime bien. Et j'ai plein d'amis qui adorent et à qui il ne viendrait pas l'idée saugrenue de comparer New York à Calcutta, Comodoro Rivadavia ou Berlin. En revanche, ce que je sais et qui m'amuse beaucoup plus que les clochards célestes, que le mitro dinosaure, que les ghettos bronxiques, que le marathon CO2, que la Hells Cagouins, que Déconner Island ou Central Plouk, c'est que, pour moi, la ville absolue, l'Aleph urbain, c'est Limoges. La ville de Poulidor, celui qui arrivait toujours deuxième et qui était bien plus marrant et populaire que tous ceux qui arrivaient premiers. C'est ça que les critiques Amerlots ne comprendront jamais. Il n'y a absolument aucun intérêt à être premier. C'est nul d'être en tête, c'est has-been, crétinement correct, rasant, ridicule. Le premier de la classe est un binoclard, généralement un poseur et souvent un faillot. D'ailleurs, j'aime bien les écrivains américains qui ont été dans leur jeunesse près du radiateur. Ils sont bien plus efficaces et modernes que les fondus du bulbe en tête. Et puis, il y a toujours l'effet de balance. Quand on a le plus beau musée du monde, on a aussi le ghetto le plus dégueulasse. Quand on a le meilleur photographe hip-hop, on a le serial killer le plus cisaillant. D'autant qu'il y a un rapport évident entre New York et Limoges. Ces deux villes ont le même genre de gare. Et Grande Centrale vaut bien les Bénédictins. Même grandiloquence barocco années 20, avec un petit plus pour notre Sacré-Cœur ferroviaire de Limoges, cette coupole verdâtre, pur style mosquée. Alors, bande d'amerloquins, comprenez au moins une chose, New York on s'en fout, Paris on s'en fout aussi, et du coup, nous ne sommes pas obligés de dire, de clamer, de bramer à tout instant que Limoges est la plus belle ville du monde et le centre imparable de l'intellect terrien. À Limoges, il n'y a pas de Woody Allen, ou alors tout plein, et si vous n'aimez pas Limoges, n'y venez pas. Nous, on y va de temps en temps, et en revenant, on a un peu l'impression d'avoir traversé New York en courant. Jean-Bernard Puy. Maurice, à l'Union pacifiste, tu es notre secrétaire et tu es le plus ancien dans le grade le plus élevé, comme tu as l'habitude de le dire un peu par dérision. Alors Maurice, est-ce que tu pourrais nous parler des fondateurs de l'Union pacifiste ? Le premier, c'est Jean Gauchon,
qui est en fait le principal fondateur de l'Union pacifiste, et qui était donc qui était instituteur, puis et qui a fait ses études d'avocat pour pouvoir défendre les objecteurs de conscience et les faire libérer de prison. Et il a été l'avocat pendant des années, l'avocat bénévole de tous les objecteurs en France. C'est assez extraordinaire. Donc il a créé donc l'Union pacifiste avec des anciens comme évidemment Robert Jospin, Jean Biojou, mais Picret. Louis Lecoing a soutenu l'Union pacifiste, mais il était déjà presque un mouvement lui-même. Hein, donc... On va reparler de Louis Lecoing. Alors, les autres secrétaires, tu m'as dit Jean Gaujon, donc. Alors, ensuite, il y a eu Thérèse Collet. Thérèse Collet, qui est restée 20 ans secrétaire. Thérèse Collet, qu'on appelait Biquette, qui était toute petite, et qui dans le Berry faisait de la résistance quand elle était encore toute jeune institutrice. Et donc nous avons eu Thérèse Collet, qui était la compagne de Raymond Rageot, le trésorier de l'Union pacifiste, un petit peu l'homme fort de l'Union pacifiste pendant cette période. Il était très grand et Thérèse était très petite, et Cabu les croquait tous les deux. C'était assez amusant. On les voyait dans les manifs et il avait toujours la banderole d'un côté de l'autre. Et puis nous avons eu Francisca Martinez, qui malheureusement n'a été secrétaire que pendant 2 années, parce qu'elle a été emportée par un cancer. Ça a été évidemment très, très dur. Et à ce moment-là, étant entre guillemets, le plus ancien dans le grade le plus élevé, si je peux dire, on m'a demandé de prendre le secrétariat parce que j'étais le plus ancien. J'avais connu évidemment les fondateurs, et puis je faisais partie des plus motivés, bien sûr. Mais j'avais encore ma famille, mon travail, c'était pas évident. Enfin, j'ai pu le faire. Et maintenant, donc, je suis le 4e secrétaire depuis 94, donc ça fait 17 ans. Et j'ai toujours dit, sans critiquer notre chère Thérèse, qui était vraiment très, très dévouée, et c'est pas elle qui a voulu se maintenir au poste, mais j'avais dit, maintenir quelqu'un 20 ans au poste de secrétariat, c'est pas normal pour une association. Moi, je veux bien pour quelques années, mais je voudrais pas en faire autant. Actuellement, je suis à 17 ans. Donc tu vas bientôt y arriver, là. Et je vais bientôt arriver aux 20 ans, et ça fait des années que je crie au secours pour avoir un successeur, ou une successeuse, si on peut dire, et malheureusement, ça ne se bouscule pas au portillon. Alors, avant d'être à l'Union pacifiste, tu as connu Louis Lecoing. Oui, j'ai eu la chance de bien connaître Louis Lecoing, donc de 1965 à 1971, puisque lorsque j'ai été objecteur en 65, j'avais vu des affiches de Lecoing un peu partout dans Paris. C'est extraordinaire. Et là, je m'étais dit, je suis pas tout seul, c'est bien. Et puis, il va falloir que je fasse mes démarches. Alors j'ai attendu, comme je vais partir à l'automne, être appelé au service militaire et donc le refuser à l'automne. J'ai fait un chantier du service civil international l'été. Je me suis dit, je verrai ça à la rentrée. Et puis donc j'appelle Lecoing pour un rendez-vous. Et c'est la première fois où il m'a engueulé, parce qu'il m'a dit, si tu es objecteur, tu dois me tutoyer. Alors il était né quand même, il avait il avait 60 ans, une soixantaine d'années de plus que moi. Mais enfin, je m'y suis fait. Et on pouvait le joindre facilement, comme ça, Louis Lecoing? Il suffisait de lui passer un coup de fil. Il y avait son numéro de téléphone sur les affiches et on pouvait lui téléphoner directement. C'était extraordinaire. Il te recevait tout de suite? Il donnait un rendez-vous. Oui. Il donnait un rendez-vous. Hein. Et puis là, il m'a dit, Maïnquoit est fort clos, mais on te soutiendra quand même. Donc, effectivement, j'ai une demande refusée pour forclusion. Et je devais aller au moins 2 ans en prison à l'époque, et j'ai été réformé par ma colonne vertébrale, ce qui m'a beaucoup vexé.
À l'époque, je leur ai dit non, mais j'étais prêt et tout ça. Parce que tu voulais vraiment faire acte d'objection. Acte d'objection de conscience, oui, ça c'était vraiment mon... Il fallait absolument que je fasse ça, je voulais absolument pas aller collaborer avec l'armée. Alors d'où te venaient ces idées antimilitaristes? Oui, c'est curieux parce que j'étais éclaireur dans le mouvement scout protestant et à 19 ans, j'ai encore fait lever les couleurs et chanter la Marseillaise. Et l'année suivante, j'étais objecteur, j'étais décidé même à aller 3 ans en prison, à ne pas le porter. Alors d'où ça m'est venu? D'abord, bon, quand même, cette action dans le scoutisme m'avait fait réfléchir beaucoup et prendre des responsabilités. Il n'y avait pas que du négatif là-dedans, c'était quand même bien sympa. Et puis j'étais dans une famille un peu internationaliste. On avait déjà de la famille, des amis un peu partout dans le monde et je me suis rendu compte de cette absurdité. Et puis, bon, j'étais un bon protestant à l'époque, et puis je suis devenu rapidement anarchiste, évidemment, ouais. Anarchiste pacifiste, et même non-violent, mais toujours en art, un petit peu de tolstoïen. C'était passionnant. C'était passionnant. Et puis alors, j'ai fondé avec un ami le comité de soutien aux objecteurs de Paris, quand on a eu des objecteurs de nouveau en prison. Alors, Lecoing te reçoit. Il commence par t'engueuler, et après, comment ça se passe avec lui? D'abord, j'étais au gala de Lecoing, à la Mutualité et tout, hein. C'était quelque chose de très fort, hein. Il y avait déjà Francesca Solville qui chantait, c'était extraordinaire. Et puis, donc, j'allais le voir régulièrement, justement parce que, comme membre militant du comité de soutien aux objecteurs, je voulais quand même essayer de ne pas faire d'impair et m'informer auprès des anciens. Donc j'allais voir régulièrement Louis Lecoing chez lui. Et d'ailleurs, j'allais voir aussi le pasteur Henri Rosaire, qui représentait le côté chrétien de l'objection de conscience. Et alors quand j'allais voir l'un, il me disait « mais tu as bien fait de le voir aussi ». Il fallait de le voir également, comment va ce cher ami, et l'autre me disait la même chose. Donc, ma démarche était juste. Et j'allais souvent voir Lecoing, et c'est là que j'ai rencontré aussi mes Picret, qui étaient, pas toujours, mais plusieurs fois à ces rendez-vous. Et puis un jour, alors évidemment, c'est pas modeste de rappeler ça, mais ça m'a vraiment frappé. Lecoing m'appelle à mon travail, je travaillais à l'hôpital Tenon à l'époque, et lui montait, passe me voir. Alors je dis, bah oui, mais il faut que j'attende mon travail. Bon, alors je passais le voir après 5 heures. Et il me dit, oui, tu vois, maintenant je vais me consacrer à la campagne pour le désarmement unilatéral. Ce sera ma plus belle campagne. J'ai plus le temps de m'occuper des objecteurs. Tu vas prendre ma succession. Oh, alors là, je lui dis, mais écoute, j'ai pas ta trempe, je peux pas faire ça. Il me dit, oui, mais il y a beaucoup d'objecteurs qui sont farfelus, toi, t'es sérieux? Alors, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais il me l'a dit, Lecoing, enfin, il me voyait d'une certaine façon, parce que j'étais militant. C'est ça ce qui l'intéressait. Et alors, il me dit, bah, écoute, alors je lui dis, écoute, dans notre comité de soutien, quand il y a un objecteur en prison, nous faisons une manifestation, nous sommes une vingtaine embarqués par les flics, etc. On fait un meeting, on est une quinzaine. Oui, tu dois déplacer des foules dans la rue, comme je l'ai fait pour Sacco et Vanzetti. Il doit y avoir 10 000 personnes dans la rue. Tu dois être... tu dois faire ça. Je lui dis, écoute, moi je ferai de mon mieux, mais je peux pas... J'ai pas ta trempe, je suis pas à ta hauteur. Il me dit, ben débrouille-toi, tu feras ce que tu pourras. Et puis c'est vrai que ce que nous avons fait était moins important pour l'objection de conscience que Lecoing l'a fait, mais il y avait presque plus d'objecteurs en tôle. Et puis on l'a fait à plusieurs, je l'ai fait avec des copains. Mais c'est pour ça qu'après, j'ai été cofondateur je me suis occupé, bon, non seulement de comité parisien, mais au niveau national et tout, au sein de l'Union pacifiste et avec l'Internationale des résistants à la guerre. Et j'ai été cofondateur à Bruxelles du Bureau européen de l'objection de conscience, de façon à ce qu'il n'y ait plus un seul objecteur en prison, au moins en Europe.
Et puis nous, évidemment, l'Union pacifiste et l'Internationale des résistants à la guerre, on s'occupe du monde entier aussi. Hein. Et tu es rentré comme membre de l'Union pacifiste dès sa création, alors en 1961? Non. J'ai connu les fondateurs, j'ai eu cet honneur, mais j'ai été membre de l'Internationale avant de connaître l'Union pacifiste. C'est quand même assez curieux, mais je l'ai connu parce que j'étais dans le petit groupe autour de la revue Anarchisme et Non-Violence, et l'IRG, donc notre international, avait demandé à Anarchisme et Non-Violence d'être aussi une section. Et on avait dit donc on ne pouvait pas, mais on pouvait être une publication associée, mais puisque nous n'étions pas un mouvement, mais que chacun pouvait adhérer individuellement s'il voulait. Donc j'ai adhéré en 1966, individuellement, sans connaître encore l'Union pacifiste. Et puis ensuite j'ai rencontré Thérèse et Raymond dans les manifestations contre l'armement atomique avec Jean Rostand, Théodore Monod, Claude Bourdet et tout, c'était très, très fort. Il y avait aussi l'Union pacifiste, dont j'ai rencontré la Thérèse et Raymond. Et puis Thérèse représentait l'Union pacifiste à mon comité de soutien aux objecteurs. Bien qu'ils se sont dit, comme nous les vieux de l'Union pacifiste, on a perdu un peu le pied avec les jeunes, avec les objecteurs, Maurice va faire le lien, et ils m'ont demandé de venir au Conseil de l'Union pacifiste, que j'ai accepté tout de suite, sachant que notre comité était quand même éphémère et que l'Union pacifiste allait se poursuivre. Gérard, tu fais partie du conseil d'administration de l'Union pacifiste. Comment tu as découvert cette association? Comment tu y es rentré? Alors donc je peux dire simplement que même si j'ai pas connu Louis Lecoing, c'est grâce à lui. Parce que j'étais sûrement pacifiste, antimilitariste et tout, très jeune. Et dans le Canard enchaîné, j'ai vu un article où on parlait de Lecoing avec son adresse. Donc j'ai écrit aussitôt. Aussitôt j'ai reçu Liberté. Pendant 1 an ou 2, donc j'avais 18-19 ans. Et le fait est qu'après, il est décédé en 71, et il a donné son fichier, si je peux dire, à l'Union pacifiste pour continuer son combat. Et donc l'Union pacifiste a continué à m'envoyer le journal. Je suis arrivé à Paris vers 71. En 72, avec Chantal, on a pris contact avec l'Union pacifiste. Et puis voilà, ça a enchaîné. On a fait une première manif pour le Larzac, déjà. Premier congrès en 72, à Boulogne. Là, on a connu Maurice Lézan, Jean-Jacques de Félix, Maurice Montet, qui était déjà un personnage, si je peux dire, qui disait « on a besoin de jeunes dans l'UP », etc. Voilà en gros comment je suis arrivé petit à petit à être, un membre actif. Un membre actif de l'UP, donc petit à petit, Chantal comme moi, on était soit au CA, comité de lecture, on envoyait des colis, des petits paquets de travailleurs face à l'armée, par exemple. Alors Jean-Marie, tu fais partie du conseil d'administration de l'Union pacifiste. Depuis quand tu es rentré dans cette association ? Je suis rentré dans l'association en 1991 et au conseil d'administration en 2008, un congrès à Paris. Alors comment tu te retrouves sur ces idées pacifistes? Tu avais déjà ces idées avant de rentrer à l'Union pacifiste, avant d'adhérer à cette association. Comment tu as découvert le pacifisme? J'avais déjà ces idées un petit peu dans les années 70, au moment de faire mon service militaire. J'avais pas du tout envie de faire mon service militaire. Et j'ai été pris dans la coopération technique, autrement je crois que j'aurais été objecteur de conscience. Et puis finalement j'ai redécouvert un peu le pacifisme 20 ans plus tard, dans les années 90, en découvrant Louis Lecoing. Parce que Louis Lecoing est originaire de Saint-Amand-Montrond, là où j'habite, et je ne le connaissais pas avant. C'est marrant, parce que dans sa ville natale, il était peu connu. On parlait pas. Oh non, on n'en parlait pas. Puis j'étais dans un milieu où on ne parlait pas de Louis Lecoing, voire on ne le connaissait pas, ou on l'ignorait.
Donc je l'ai découvert dans ces années 90, où on a fait tout un tas d'activités et on a célébré les 20 ans de son décès, où des tas de gens sont venus. Mireille Jospin, Jean-Jacques de Félix, enfin des tas de gens qui l'ont connu. L'abbé Pierre qui nous a envoyé un message de soutien, puisque c'était un grand copain de l'abbé Pierre. Bernard Clavel aussi, enfin bon. Bref, c'est surtout dans ces années-là que moi j'ai rencontré Louis Lecoing. Il était décédé depuis 20 ans, hélas. Alors là, tu savais qu'il y avait une association qui continuait un petit peu son action ? Eh bien, c'est-à-dire que c'est en écrivant Bernard Clavel, puisque je savais qu'il était très copain avec Bernard Clavel, j'ai écrit à Bernard Clavel, et c'est Bernard Clavel qui m'a renvoyé sur l'Union pacifiste. En disant, il y a Thérèse Collet, Raymond Rageot à ce moment-là, l'Union pacifiste avait son siège à Boulogne, qui s'en occupe, donc entrer en contact avec. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et j'ai adhéré à l'Union pacifiste la même année, quoi. Et tu es devenu un membre actif parce que tu écris dans le journal, tu interviens aussi à la radio. Maintenant aujourd'hui pour le cinquantenaire, enfin on va en reparler de ce que tu as préparé pour le cinquantenaire, mais tu es devenu un vrai membre actif. Oui, un petit peu, quoi. Disons que moi j'agis un petit peu sur ce que je connais. J'ai pas toute la connaissance du mouvement pacifiste tel que certains l'ont, mais j'ai été institut pendant 30 ans et j'écris des articles où j'interviens un petit peu sur les écrits des enfants, la créativité des enfants, parce que ça me semble primordial. René, comment est-ce que tu as découvert l'Union pacifiste ? Alors ça, c'était en 1978, un congrès de l'Union pacifiste à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Et le congrès se tenait dans une maison de la culture qui se trouve au Mont-Valérien, juste à côté du monument, comme par hasard, le 11 novembre. J'arrivais à ce congrès avec un ami aveugle, non-voyant on dit maintenant, excusez-moi. Et on était obligé de se garer très loin. Il y avait un cordon de policiers là, qui nous empêchait d'aller jusqu'à la maison en voiture, où on avait vu qu'il y avait le congrès. Donc on protestait un petit peu quand même. Moi je dis, mais vous vous rendez compte, j'ai un invalide avec moi. Je peux passer ? Voilà. Ah non, pas question. Vous allez vous garer là-bas. Alors, c'était très loin, donc on s'en fiche, allez, on y va. Et on descend, donc on se dirige à pied, à quelques centaines de mètres qu'il y a à faire pour aller jusqu'au lieu du congrès. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit passer ? Une 404 blanche, conduite par Victor Hugo, encadré, Victor Hugo c'était Maurice Lézan, encadré par le pasteur Rosaire, raide comme la justice, qui avait été objecteur de conscience pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis Théodore Monod à l'arrière. Alors là, pas de problème, les gendarmes ont soulevé la barrière. Tu les connaissais alors ? Non, mais ils ont cru que ça faisait partie de la délégation officielle. Et donc, les ont laissés passer et se garer vraiment tout près de la maison. Et ensuite, quand ils se sont aperçus qu'ils se dirigeaient vers la maison de la culture et non pas vers la cérémonie du 11 novembre, ils étaient tout rouges de confusion et de colère. Et rien que ça m'a mis tout de suite en joie. Et je me suis dit, avec l'Union pacifiste, j'ai trouvé ma famille. On va pas s'ennuyer. Voilà. Et c'est donc pour ça que depuis 78, on sent pas les années passées et on sent vraiment une joie dans cet antimilitarisme viscéral qui est fondamental et qu'on partage le plus possible avec les autres. Sylvie. Bon, je ne suis pas rentrée tout de suite comme ça à l'Union pacifiste. En fait, René, évidemment, il m'en parlait, mais sans plus. Et puis, comme je voyais assez souvent, je lisais l'UP, enfin, je lisais ce qui traînait chez lui, quoi. Puis au fur et à mesure du temps, je me suis dit, tiens, ça m'intéressait, ça m'interpellait. Et je suis allée à une réunion un vendredi soir. Et puis, j'y suis retournée plusieurs vendredis soirs. Et puis, de fil en aiguille, j'y suis restée et j'ai participé de plus en plus, en fait, à l'Union pacifiste. Alors, à l'Union pacifiste, il y a beaucoup de garçons, là. Peut-être parce qu'ils sont concernés, plus ou moins, directement, ou eux-mêmes, ils ont été insoumis, objecteurs, etc. Et toi, comment tu te sens, là, comme femme, dans l'Union pacifiste ? En fait, au début, ça ne me gênait pas. Enfin, au début, je découvrais. C'était des idées qui me parlaient, mais je n'avais pas un œil critique, ni je ne pouvais pas forcément me faire une idée précise ou me dire ce que je pouvais en faire.
Et avec les années qui sont passées, je me suis aperçue qu'effectivement, c'était un petit peu pénible d'être la seule fille. Parce qu'on ne voit pas forcément les choses de la même façon. Parce qu'un tant soit peu, mis à part que même si je suis pacifiste, je suis aussi, comme j'ai un côté féministe, même si au début je ne voulais pas me mettre une étiquette, parce qu'en fait moi j'ai horreur des étiquettes en tant que telle. Et à un moment donné, je sentais que t'as beau être pacifiste, par rapport aux femmes, t'as des idées, t'as un comportement, une façon d'agir qui est pas très féministe. Et au sein de l'UP, ça se ressent pas mal. Et donc j'ai essayé un petit peu de gratter pour voir si effectivement on pouvait pas ramener, s'il pouvait pas y avoir d'autres femmes. Mais il y a très peu de personnes qui sont venues au local de l'UP en tant que tel, rejoindre l'Union pacifiste. Et chose aussi intéressante, c'est qu'à un moment donné, avec la JAPD, c'est quoi la JAPD? La journée d'appel de préparation à la défense, quand c'était en chantier. J'ai essayé, je me suis lancée à faire un petit travail dessus, et notamment justement la présence des filles, puisque en fin de compte les filles étaient donc appelées à cette journée et à se faire recenser avec ce qu'ils appelaient le certificat de recensement pour après participer à la journée appel d'APD. Et je suis allée à Paris animer un débat, chose que en plus moi je me sens pas forcément à l'aise avec ce genre de travail. Et donc je suis allée à la Maison des Femmes qui est rue de Charenton, pour parler du militarisme et du féminisme, pour présenter la chose et voir elles ce qu'elles en pensaient en fait. Et quelque chose qui était très marrante, qui ne m'a pas étonnée non plus, mais en même temps, je me suis dit, mince, elles en sont là. C'était que beaucoup ont réagi sur le moment à dire, si, après tout, pourquoi ça ne serait pas ouvert aux femmes, l'armée, puisque, genre, la parité. Marie-Catherine. Je suis à l'Union pacifiste en tant qu'adhérente depuis une dizaine d'années, mais par contre, j'appartenais à un groupe libertaire dont nous avions un représentant qui était à l'Union pacifiste. Et donc, qui s'appelait comment? Alors, il y avait Ulysse Cabessuelo et avant Louis Ségeral, et ils ont été également tous les deux à l'Union pacifiste. Donc, comme nous avions beaucoup d'activités, que nous ne pouvions pas être adhérents partout, c'était eux qui nous transmettaient les messages et, entre autres, on a participé à l'élaboration technique de congrès, dont un qui a eu lieu à Clermont-Ferrand. Alors, tu étais dans des mouvements libertaires, donc, mais comment? Est-ce que dans ces mouvements libertaires, on défendait aussi le pacifisme, l'antimilitarisme? Alors, il y avait bien sûr l'antimilitariste, mais en fait, je dirais qu'il y avait une pluralité chez nous. Et de ce fait-là, chacun respectait la vie et la façon de comprendre le monde des autres, tout en essayant bien sûr de convaincre des idées pacifistes. Donc, en gros, il y avait trois tendances. Il y avait des gens qui n'étaient pas du tout pacifistes ni antimilitaristes, et donc il y avait plus une option, on va dire, guérilla. Il y avait d'autres personnes qui étaient farouchement antimilitaristes et pacifistes. Et puis, une troisième tendance qui pensait que, en fait, les armes pouvaient être prises dans des cas extrêmes, avec une tendance pacifiste, mais au cas où peut-être qu'il fallait à certains moments prendre les armes. Alors toi, tu te rangeais dans quelle catégorie? Moi, j'étais pacifiste dès le départ. C'est-à-dire que je pensais que pour arriver à une fin où il y aurait une certaine harmonie entre nous, on ne pouvait pas utiliser des moyens dès le départ qui allaient à l'encontre de cette harmonie. Alors, quels arguments tu donnais à tes collègues pour essayer de les convaincre? Alors, pour essayer de les convaincre,
j'utilisais des arguments qui n'étaient pas très très approfondis, mais qui étaient ce que je pensais au tout départ, à savoir que les guerres, la plupart des guerres, à un moment, s'étaient arrêtées. Et donc les gens qui s'étaient battus se serraient la main, et entre autres, les gens qui tenaient les ficelles politiques et économiques, qui s'entretuaient avant, se serraient la main juste après. Et dans ma tête jeune d'adolescente et ensuite de façon plus affirmée, ça me choquait beaucoup. Donc tu te disais que c'était pas la peine d'avoir fait tant de victimes pour en arriver au bout de quelques années à se serrer la main. Voilà, ça me semblait, enfin, la vague idée que j'avais, c'est que nous étions des êtres humains pas très très évolués et que la réflexion ne faisait pas assez partie de notre quotidien par rapport à ces problèmes-là. Je le pense d'ailleurs toujours, qu'on n'est pas tout à fait fini. Pierre, tu fais partie du conseil d'administration de l'Union pacifiste. Alors je voudrais que tu me dises d'abord quand c'est que tu t'es intéressé à l'Union pacifiste et pourquoi. L'Union pacifiste, disons le pacifisme en général, ça remonte dans les années... J'étais d'abord militant au MCA, Mouvement contre l'armement atomique, où il y avait Jean Rostand, président d'honneur. Et ensuite, il y a une période de route, d'insoumission, où j'étais pas en France, mais ça remonte à plus de 40 ans. Et quand je suis revenu en France, ou quelques temps après m'être fait un peu de prison avec l'armée, et réformé, incorporé puis réformé, enfin officiellement ça a duré 2 mois, une fois que je suis rentré en France. Tu étais dans quel pays ? Ou à l'époque où j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque la route, c'était l'Europe et puis l'Asie jusqu'au Pakistan, Afghanistan à l'époque. À l'époque où il y avait le Shah en Iran par exemple, et où le Pakistan était un pays neuf, il avait 20 ans, mon âge d'ailleurs, à l'époque. Et l'Afghanistan, c'est un pays aussi, c'était très accueillant à l'époque. Il n'y avait pas les Américains. Fondamentalement. Non, c'est surtout par rapport à l'intégrisme ou le fondamentalisme. Ah oui. C'était vraiment une autre. Il y avait vraiment le côté hospitalité à l'époque. Alors, rappelle-moi là, parce que là, tu es parti, mais tu es parti pour quelle raison ? Pourquoi tu as pris la route ? Oula, alors là, c'est pas directement lié avec le pacifisme. Là. Moi, je voulais pas faire l'armée. Si je restais en France, j'avais été au lycée, obligé de... Je voulais découvrir le monde, connaître la vie. Le côté étudiant, pour moi, c'était étudier la vie. Et si j'étais resté en France, j'étais obligé de faire l'armée. Alors, je suis parti, quoi, c'est tout. Puis donc, c'était l'époque beatnik, hippie, qui démarrait aussi. Alors, ils ne te trouvaient plus, c'est-à-dire que quand ils ont voulu t'incorporer, tu n'étais plus en France. Voilà, j'ai même pas reçu les papiers. C'est pour ça que j'ai pas été trop pénalisé au retour. Enfin, je suppose que c'était moins grave, mais c'était en 70 quand je suis revenu.
Et donc tu es resté absent pendant combien de temps de France? 3 ans. D'automne 67 jusqu'à printemps 70. Ouais. Alors, au retour en France, là tu es pacifiste toujours? Ah oui, ça n'a pas bougé, ça. Ah ouais, là, Maurice, tu as brûlé ton livret militaire en 1970. Oui. Place Clichy, c'est vrai ça? Oui, ça c'est vrai. Mais j'avais d'abord renvoyé mon livret militaire au moment, quand j'ai fait acte d'objection de conscience, en disant... Et puis, il m'a été renvoyé en me disant... mais très gentiment, le secrétaire, pour que je n'ai pas de procès, le secrétaire m'avait gentiment renvoyé mon livret en me disant mais on vous renvoie votre livret parce qu'il doit obligatoirement rester parmi vous. Alors, c'était gentil de sa part, parce que mais je me suis dit, je vais quand même pas garder ça. Et puis, alors, c'était l'époque où il y a eu un certain nombre de livrets brûlés et tout. Et quand il y a eu des objecteurs et des insoumis, alors même des insoumis totaux, qui ont refusé à l'époque, parce qu'il y avait principalement le Tchad. On envoyait des appelés encore au Tchad, ce qui était assez effarant. Hein. On envoyait des appelés au Tchad et tout, donc il y a eu plusieurs insoumis. Et nous avons fait une grande manifestation, place Clichy, qui devait avoir lieu à Saint-Paul, mais comme les flics étaient prévenus, on a décidé d'aller place Clichy, où là il y a eu 6 camarades enchaînés, carrément aux grilles du métro, et nous avons été 3 à brûler notre livret militaire. Et je revois un flic me disant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je dis « C'est mon livret militaire ». Et alors il a essayé d'éteindre ce qui restait, et il restait pratiquement rien, je crois même pas qu'il y avait encore mon nom dessus, il était vexé, mais il a fait tout ce qu'il a pu pour sauver un morceau dessus. Et puis alors on a été au commissariat du 17e, là, près de la place Clichy, évidemment, toute la nuit. Il y avait la presse, il y avait 300 personnes, il y avait toute la presse et tout, c'était super. Et c'est là où les flics ont été... ils nous ont mis dans leur grille, dans leur cabane, dans leur truc fermé. Et puis à un moment, ils ont laissé les mitraillettes, leurs mitraillettes sur leur comptoir. Ils ont ouvert notre porte, carrément. Ils sont allés boire un coup derrière. Alors, ils pensaient qu'on allait prendre les armes et en profiter pour sortir et tout ça. Et nous, on est restés à l'intérieur. On a chanté, et tout ça, mais on n'est pas sortis. Alors, au bout d'un moment, ils sont sortis comme ça. Ils ont vu que j'avais notre porte ouverte, que personne n'avait touché, bien sûr, aux armes. Qu'est-ce que c'est que ces gars-là? Vous n'avez pas vu que la porte était ouverte? Ah ben si, mais vous nous avez pas dit de sortir, alors on chante. Enfin, c'était pas mal, mais on a été... Tu as été plusieurs fois comme ça, en contact avec les flics, dans des manifs Oui, très souvent. J'ai été embarqué, j'ai pas compté, mais j'ai été dans les commissariats très souvent, et c'est vrai que... là, j'ai eu la chance de ne pas être tabassé comme d'autres l'ont été. Hein. Et puis parfois, nous avons été embarqués aussi avec Théodore Monod. On était assis par terre pour défendre les objecteurs et tout. Et je revois les flics prenant Théodore Monod, un par les pieds, l'autre par les épaules, et puis le jeter comme un sac à patates dans le car. Et alors je lui dis, excusez-moi de vous avoir emmené dans cette galère. Et il m'a dit, mais je suis d'accord avec vous, je vais jusqu'au bout. Et puis je me souviens quand on a été emmené au fort de Vincennes, et puis sur le coup de 3-4 heures du matin, ils nous relâchaient tous les quarts d'heure, 2 tous les quarts d'heure, comme ça, et puis allez, montez Monod, dehors. Et puis, puis ils avaient dit, on passait un par un et tout, et puis alors à un moment, quand ils ont vu que c'était Monod avec sa rosette, ils lui ont mis une chaise. Ils lui ont mis une chaise quand même, tu vois, pour l'interview, pour tout ça, pour prendre cette identité. Et alors, il avait plus de 70 ans et il a dit « Oui, j'accepte la chaise, mais vous la laisserez pour mon petit camarade. » Il y avait un jeune hippie là-bas, vous la laisserez. Ce serait comme ça. Il était vraiment très, très, très chouette. Et alors, c'est là où on a traversé le bois de Vincennes
à 5 heures du matin, tous les deux, comme des vieux copains. Des moments inoubliables, évidemment. J'ai eu de la chance d'être soutenu par des hommes comme ça.